Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour ce premier kiosque de 2018. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite qu'elle soit pleine de bonnes nouvelles et d'actualités, comme on va le voir déjà ce dimanche. Voici le sommaire. Donald Trump scandalise le monde entier. L'Afrique lui demande des excuses. Le président américain aurait qualifié des nations africaines, Haïti et le Salvador, de pays de merde. Donald Trump est-il raciste un an après son investiture? Que comprend-on à ce président atypique? Le président français était en visite d'État en Chine cette semaine. Quel bilan, notamment sur le plan économique? Emmanuel Macron a-t-il réussi à se faire entendre? Est-il parvenu à remettre l'Europe au cœur des colossales nouvelles routes de la soie? En Tunisie, ces manifestations contre la hausse des prix et contre l'austérité déclenchées par la nouvelle loi de finances qui vient s'ajouter à des difficultés socio-économiques récurrentes. 7 ans, jour pour jour, après la chute du régime Ben Ali, où en est le pays? 100 femmes françaises dénoncent le puritanisme et la victimisation autour du hashtag du mot dièse MeToo, des critiques légitimes ou déconnectées de la réalité. De nombreux journaux estiment que ces tribunes ne pouvaient être publiées qu'en France. Le rapport femmes-hommes y est-il différent? Et pour commenter cette actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Anne-Sophie Bellèche, chef du service éco-social de l'Usine Nouvelle, magazine hebdomadaire consacré à l'économie et à l'industrie. Auparavant, journaliste à l'hebdomadaire économique français Challenge. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles et en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata. Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, chroniqueur de politique internationale à l'hebdomadaire L'Obs, président depuis cet été de Reporters sans frontières. Et puis Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Merci à vous quatre d'être en plateau avec nous ce dimanche. Vous pouvez vous aussi débattre, nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux en vous étant sur notre page Facebook ou alors sur Twitter avec le hashtag #kiosque. Les pays de merde, comme ils ont donc été qualifiés, ont rapidement réagi après le gros écart de langage du président américain. L'insulte a enflammé tout le continent. L'Afrique entière demande des excuses à Donald Trump. Les explications, les précisions d'Emmanuel Godard. Cette semaine, il a décidé de reprendre la main sur la politique d'immigration des États-Unis. Lors d'une réunion sur le sujet, le Washington Post rapporte que le président s'emporte et demande: pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? Référence aux pays africains, au Salvador et à Haïti, des pays outrés par ses propos. Est-il jamais venu dans ce pays qu'il appelle un pays de merde? Sérieusement, a-t-il seulement jamais vu ce qu'on a réalisé dans nos pays? Trump peut traiter les Salvadoriens des criminels, les Haïtiens des séropositifs et nous, les Africains, il nous traite de pays de merde. Pays de merde, ça veut trop dire. C'est vrai et c'est définitif, Trump est un raciste. Mais certains ont réussi à relativiser et pensent que le président américain a voulu choquer les consciences. Moi, je ne condamne pas à 100% les propos de M. Trump parce que la faute incombe aussi à nos dirigeants politiques qui ne veulent pas améliorer nos conditions de vie sur le plan social, sanitaire et économique. Voilà pourquoi nous Africains, quittons nos pays dans le souci de vivre mieux. Je pense que tous les pays africains devraient en tirer une leçon. Tous les Africains devraient juste rester dans leur pays et travailler avec leurs propres ressources. Si la politique de Donald Trump est adoptée, le rapprochement familial sera réduit et fini la loterie annuelle de cartes vertes qui permettait d'entrer dans le pays en toute légalité. Et voilà, 7 gros mots en 4 minutes d'émission. Les propos attribués au président américain sur l'immigration issue de Haïti, du Salvador et des pays africains ont déclenché, vous le voyez, un tollé. Les ambassadeurs des 54 pays du groupe africain à l'ONU ne mâchent pas leurs mots. Ils dénoncent des remarques scandaleuses, racistes et xénophobes. Ils demandent des excuses. Est-ce qu'en effet, Donald Trump est raciste? C'est une question qu'on s'est déjà posée pendant sa première année de présidence, Pierre.
Je pense qu'il y a un nombre suffisant d'épisodes et d'incidents depuis la campagne électorale, puis depuis qu'il est président depuis 1 an, pour pouvoir répondre oui. Je pense qu'il a une formation intellectuelle et une vision du monde qu'on peut qualifier de raciste. Ça paraît surréaliste de qualifier le président des États-Unis de raciste parce que on ne s'était pas posé la question en ces termes jusqu'à présent, mais il faut bien le dire qu'avec Donald Trump, oui. La vraie question, c'est que quand Donald Trump parle et qu'il emploie ces mots, nous, à l'extérieur, nous sommes choqués. Mais il ne nous parle pas à nous, il parle à sa base électorale. Et sa base électorale, on le sait, elle vient d'un vieux fond de l'Amérique profonde qui n'a pas complètement tourné la page, n'a pas réussi à laver complètement le passé et l'environnement raciste dans lequel ce pays a baigné. Et on le voit très régulièrement dans l'histoire de ce pays. Tout le monde est d'accord, il est raciste ? Je suis d'accord, il parle en fait à sa base. Et en fait, cette déclaration, il l'a fait dans une réunion de politique intérieure, puisqu'il parlait à des congressmen, à des élus, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait 1 an qu'il est président des États-Unis et il n'a toujours pas compris qu'il était président des États-Unis. Et que donc, ce qu'il va dire sur la scène intérieure va avoir un impact très important à l'étranger. Et c'est plutôt ça qui est un peu inquiétant. Richard ? Oui, avec toujours cette question, c'est-à-dire que quand il utilise cette expression, est-ce qu'il l'utilise sciemment ou est-ce que finalement elle est tellement gravée dans sa tête qu'il la balance au milieu de la conversation sans même s'en rendre compte. Dans les deux cas, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que pour lui, il va de soi que ces pays sont des pays de merde. Il le pense, il le dit. Alors, et à un moment donné, soit il le dit pour choquer, encore une fois, comme le soulignait Pierre, parce qu'il sait que ça fait plaisir à son électorat, soit il le dit sans s'en rendre compte, parce que pour lui, c'est une évidence. Voilà, dans les deux cas, c'est dramatique. Du coup, il ne pense pas que c'est parfaitement humiliant pour tous ces pays. C'est ça. Alors, les ambassadeurs de l'ONU, les ambassadeurs africains s'inquiètent de la tendance, je cite, continue et grandissante de l'administration américaine à dénigrer le continent africain. Ce qui se passe là est un vrai problème diplomatique entre les États-Unis et les pays d'Afrique. C'est certainement un vrai problème. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on se fait traiter de pays 2. Et donc forcément, il y a une réaction nécessaire qui n'a pas été totalement homogène partout. Il y a eu effectivement le groupe des ambassadeurs aux Nations Unies qui a réagi assez vite. Il y a certains pays qui ont réagi assez vite, soit par le fil Twitter, soit par des convocations d'ambassadeurs. On sent aussi que c'est un débat complexe. Vous avez vu un ou deux de vos interviewés dire après tout, on n'a qu'à avoir des meilleures économies, des chefs d'État plus performants, des démocraties plus ouvertes, de la transparence. Donc ça génère aussi un débat intérieur. Mais il y a quand même ce regard de l'homme blanc sur l'homme noir, dans le cas de l'Afrique, Haïti, mais aussi sur l'homme, on va dire, brun, sur l'Amérique centrale, mais aussi ce qu'il a dit un certain nombre de fois sur la Chine, sur les Chinois. Enfin, il y a tout. Moi, je pense que oui, c'est Porto Rico qui est un État américain, par ailleurs. Donc, il y a la vision de. Je pense que c'est un racisme intégré, profondément installé dans sa personne, dans son regard blanc sur le reste du monde et sur son propre pays. Parce que quand il dit shithole countries, il parle aussi de l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique noire, l'Amérique latino, l'Amérique métissée, l'Amérique mélangée. Ça l'insupporte, comme ça insupporte une grande partie de ses électeurs blancs. Mais ces électeurs blancs, c'est pas non plus l'élite, c'est pas New York, c'est pas San Francisco, c'est pas Los Angeles. C'est quand même cette espèce de remontée, cette résurgence d'un nationalisme blanc, pauvre, populaire, qui est décidé à se débarrasser d'un certain nombre de choses. Et puis si on peut parler, parce que ça c'est la façade, ça agite tout le monde, mais derrière il y a un agenda aussi qui est en marche. Il se passe des choses sur le plan de la politique intérieure américaine qui sont très importantes. Et on va y venir. Et l'Amérique change. Alors d'un côté on traite les gens de pays d'eux, mais de l'autre côté on avance un peu partout sur tous les dossiers qui sont importants pour la droite américaine. Pierre. Ce qui est très étonnant, l'Amérique c'est le pays qui a inventé le concept du soft power. Le soft power, c'est le fait d'irradier de l'influence sans avoir ni à déplacer ses armées, ni même à dépenser beaucoup d'argent parce qu'on est porteur de valeurs, d'un modèle. Et l'Amérique a vécu sur ce soft power depuis la Seconde Guerre mondiale. Hollywood, le rock'n'roll, etc. ont comme ça créé une sorte de fascination et de sympathie naturelle pour une certaine Amérique. Et Trump est en train d'inventer l'anti-soft power. C'est-à-dire que chaque fois qu'il ouvre la bouche, le reste du monde est stupéfait, choqué, consterné, et on le voit bien, c'est l'image de l'Amérique qui se dégrade, c'est pas simplement cet homme. Et tout ça arrive alors que ce livre vient de sortir, c'est un livre au vitriol, Fire and Fury Inside the Trump White House, qui est écrit par un journaliste controversé, Michael Wolff. Ce livre décrit un climat médiocre à la Maison Blanche, une équipe montée manifestement à la va-vite.
après une victoire qui n'était pas franchement prévue à en croire le livre. Est-ce que c'est un coup dur pour la présidence Trump et en quoi il est clair cette année qui vient de s'écouler, puisqu'on fêtera les 1 an de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump samedi prochain, Richard? Je ne suis pas sûr parce que sa stratégie politique, c'est l'antagonisation. L'antagonisation de tous ceux qu'il estime être ses adversaires, voire ses ennemis. Et donc, au fond, ça lui fait mal, évidemment. Ça va nourrir encore plus le mépris que beaucoup d'Américains et beaucoup d'étrangers ont pour lui. Mais est-ce que ça touche sa base? Est-ce que vraiment elle est révoltée par les accusations? Il y a une phrase, je crois, alors moi j'avoue que je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu les extraits. Il y a une phrase qui est formidable, vraiment, de ce qu'elle révèle. Wolf, à un moment donné, le journaliste, l'auteur, pose la question des white trash. C'est une expression désagréable pour décrire cette Amérique blanche de la base, hein, les résidus blancs. Et lui répond, Trump, de toute manière, ils sont comme moi, la seule différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus pauvres. Mais on va avoir un test très rapide, puisque nous sommes en année électorale aux États-Unis. Et en novembre, vous avez les midterm elections, c'est-à-dire la première sanction véritable. Là, on parle de sondage, effectivement, sa cote de popularité est très basse, mais on va avoir un vrai sondage grandeur nature que vont être ces élections, ce renouvellement partiel du Congrès, et qui va déterminer la suite de l'avenir politique de Trump. Parce que s'il perd effectivement ces élections, il est probable que l'appareil d'État, l'appareil républicain, l'appareil du Congrès va essayer de le marginaliser, en tout cas de l'empêcher de sévir. Aujourd'hui, il a les coudées franches dans la mesure où le système le lui permet. Il y a quand même beaucoup de contre-pouvoirs et de garde-fous aux États-Unis. Mais en tout cas, on voit bien que ce président dysfonctionnel qui a changé 14 fois son équipe, enfin, il y a un turnover incroyable autour de lui, il est encore là, il est encore capable même de faire passer sa réforme fiscale qui était un moment extrêmement important. Alors cette étrange présidence, je le disais, a commencé il y a 1 an. Premier anniversaire samedi prochain. Il entrait au taudis, comme il avait à l'époque qualifié la Maison-Blanche. Regardez la une de l'hebdomadaire britannique The Economist. 1 an d'âge, et cette question, je vous la pose, la présidence Trump est-elle vraiment si mauvaise? Elle est chaotique, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est mauvaise? Elle est idéologiquement très très marquée. Il y a une espèce de pacte du diable entre le Parti républicain qui accepte ce président dysfonctionnel, dangereux, cintré, cinglé, qui prononce des insultes, qui a un dossier... On en parlera peut-être tout à l'heure, sur le plan, par exemple, de ses relations avec les femmes. Il y a 50 procédures en cours, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais elles sont toutes en marche. Donc, ils acceptent ce type parce que, de l'autre côté, ils obtiennent des choses qui sont très importantes pour eux. Tu as parlé de la réforme fiscale, qui est une réforme de riches, pure et absolue. Il y a le noyautage de l'appareil judiciaire américain par des juges jeunes, conservateurs, qui vont être là pour 40 ans et qui sont l'endroit où l'Amérique quotidienne règle ses problèmes de race, de gender equality, de rapport entre les hommes et les femmes, de travail, etc. Il y a la Cour suprême qui maintenant est définitivement ancrée à droite pour un certain temps aussi, si on voit les durées généalogiques. Donc il se passe des choses que les républicains, la dérégulation absolue de l'économie américaine, la dérégulation de tous les textes sur l'écologie, sur les parcs nationaux, sur le offshore drilling, sur les côtes. Donc c'est quand même phénoménal tout ça. Mais ce qu'on retient la fin de la neutralité du net. La fin de la neutralité. Mais ce qu'on retient quand même aussi, c'est justement ce côté un peu chaotique. Est-ce qu'on comprend mieux la psyché de Donald Trump après 1 an? Juste un dernier point, et vous parliez du monde, il s'en fout du monde. Je veux dire, on est tous préoccupés de son regard sur le monde, mais je pense que ce type se fout complètement de notre opinion et de l'opinion de toutes les élites libérales du monde. On connaît mieux ce président après 1 an. On verra les résultats au midterm, mais je pense qu'il continue de vouloir cliver, en fait. Le bouquin qui est sorti, il l'a traité de fake news, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement intéressant la semaine prochaine, puisque mercredi soir, il va présider, c'est complètement inédit, une cérémonie des fake news, en fait, où il va décerner aux principaux médias américains le prix des fake news, des Oscars des fake news, donc sachant que ces médias, c'est pas des petits médias, hein, c'est le Washington Post, le New York Times, CNN, donc là aussi c'est complètement inédit. Donc il essaye de dire on vous ment, etc. Il reste sur cette position un peu schizophrène. Il s'est fait élire de justesse, on le sait, et en fonction du système américain, puisque, rappelons-le, il a quand même perdu le vote populaire au niveau national. Il s'est fait élire sur une promesse, c'est celle de ramener des emplois aux États-Unis. Et donc,
toute son action, elle est centrée là-dessus. Et ça marche ? Il se peut que ça marche. Moi, je n'exclus pas que ça marche parce que quand on regarde dans le détail, un certain nombre de firmes annoncent quand même, vont-elles le faire, la relocalisation, par exemple, Apple de sa trésorerie aux États-Unis. Il y a quand même des décisions qui peut-être vont aller dans ce sens, mais encore une fois, comme l'a dit Pierre, c'est pas le sujet parce que le test sera les midterms et les midterms, elles seront dominées par, au fond, la bataille entre deux partis. Ouais, s'il met vraiment dans la balance les accords de libre-échange de l'ALENA, je doute que ça fasse revenir des emplois. Là, il prend quand même des gros risques. Et puis, outre les midterms, il y a quand même l'enquête qui plane au-dessus de sa tête sur l'implication russe et puis sur l'obstruction of justice, l'obstruction de la justice. Ça, c'est mené par quelqu'un dont on entend peu parler, Robert Mueller, qui avance ses dossiers petit à petit. Et c'est pas exclu qu'il se passe quelque chose d'atomique dans les mois qui viennent. Sauf que le lien avec les midterms est direct parce que de toute manière, à un moment donné, la procédure sera dans les mains de la Chambre des représentants. Mais tout ça serait pas grave si on parlait pas de la première puissance économique, politique, militaire du monde. Et finalement, ce qu'on voit depuis un an, c'est un affaiblissement considérable de l'influence, non pas tellement du poids des États-Unis qui reste majeur, mais de la capacité des États-Unis à organiser des coalitions, à rassurer ses alliés, à travailler avec le reste du monde. Vous savez, la blague à la mode à Pékin, c'est le programme de Trump, Make China Great Again. Et vous me lancez une transition parfaite, Pierre, puisqu'on va enchaîner, on va se rendre en Chine. C'est là que se trouvait le président français cette semaine pour une visite d'État de 3 jours, une méga commande pour Airbus, un cheval en cadeau, du Johnny au dîner et quelques mots en mandarin. C'est le début, je pense. Je vous le dis. Allez-y. Ça fait Jean Di Qiu Zai Ci Wei Da. Jean Di Qiu Zai Ci Jean. Oui. Ah bah, qu'est-ce que. Bah, Alice. Non, mais j'avais dit tiens. Jean, c'est comme Jean, quoi. Jean. Ouais. Alors, où est-ce que je respire d'abord? Jean Di Qiu Zai Ci Wei Da. Jean Di Qiu Zai Ci Wei Da. Jean Di Qiu. Di Qiu. Di Qiu, ça veut dire la terre. C'est faire que Di Qiu, la terre, Zai Ci à nouveau soit grande. Jean Di Qiu Zai Ci Wei Da. Si jamais vous prononcez un truc un peu différemment, est-ce que ça fait un contresens ou un... Non, les gens ne comprennent juste pas. Jean Di Qiu Zai Ci Wei Da. Voilà, c'est l'Élysée qui a publié ce petit document sur Twitter. Pierre, vous qui connaissez bien la Chine et qui devez avoir des notions, il s'en sort bien le président français en mandarin? Écoutez, on parlait tout à l'heure de soft power, cette séquence qui a été mise en ligne par l'Élysée de la répétition du slogan en chinois, elle a été virale sur les réseaux sociaux en Chine, elle a été vue des millions et des millions de fois, et je pense que Emmanuel Macron était attendu justement sur son aura, sur sa relation avec sa femme qui interpelle beaucoup les Chinois qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir une femme plus âgée, sur sa jeunesse, etc. Et il en a joué de ça, je pense, de manière assez efficace. Sa visite a deux intérêts. La première, c'est effectivement que voilà, les Chinois ont découvert un visage nouveau qui change complètement leur perception de l'Europe, qui est la vieille Europe, qui n'est plus très dynamique, etc. Là, tout d'un coup, un président qui leur dit on va réinventer le monde ensemble, etc. Et la deuxième, elle est plus politique, elle est que Emmanuel Macron est arrivé pour marquer une nouvelle phase dans les relations entre la Chine et le reste du monde. On a eu 3 phases. On a eu la phase initiale où l'Occident était un peu condescendant vis-à-vis de cette Chine pas très efficace qui sortait du maoïsme, qu'on a aidé à se développer. Ensuite, il y a eu la phase où on voulait des contrats parce que la Chine commençait à être un peu puissante. Maintenant, on vient et on leur dit attendez, réciprocité, relations plus égales. C'est ce que Emmanuel Macron a dit sur la route de la soie. Cette route de la soie ne peut pas être à sens unique. On va venir à la route de la soie parce qu'on l'a bien compris, c'était un voyage qui était très tourné vers le commerce, l'économie. Anne-Sophie, est-ce que le bilan est bon? Le bilan au niveau des contrats, faut bien dire, il n'y a pas grand-chose. En gros, les Chinois ont acheté 184 Airbus. Qui seront fabriqués en Chine. Voilà, en plus, ils ont une usine à Tianjin. Et quand Donald Trump était venu en novembre dernier, ils avaient acheté 300 Boeing. Donc c'est une sorte de politesse minimum d'acheter 180 Airbus.
Après, il y a cette fameuse usine d'Areva de recyclage de combustible. C'est très très loin d'être fait. Ça faisait 10 ans qu'on en parle. Et le communiqué même qu'a fait Areva après était nous sommes contents de l'avancée des négociations. Donc vraiment, on en est après protocole. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très satisfaisant. Donc c'est sûr que c'est pas pour aller chercher. Plus généralement, je partage l'avis de Pierre. Plus généralement, parce qu'il y a ces nouvelles routes de la soie qui sont très stratégiques. De dire voilà, maintenant la nouvelle politique, c'est la responsabilité, c'est on sort de la naïveté. Et il arrive effectivement comme leader européen, et il sait que cette fois-ci, il est baqué par l'Allemagne en fait, parce que longtemps, c'est vrai que la Chine a joué des divisions parce que les Allemands ne voulaient pas perdre cet Eldorado de marché. Mais il y a eu un événement assez traumatisant pour les Allemands en fait en 2016. Les Chinois ont acheté une entreprise qui s'appelle KUKA, que personne ne connaît dans le grand public, mais qui est une entreprise de machines-outils, de robots extrêmement performante. Et ça a fait beaucoup de vagues en Allemagne, à tel point que l'entreprise suivante de machines-outils qui s'appelle Extron, l'Allemagne a mis son veto. Donc maintenant, il y a une cohérence de vue sur l'idée que les Chinois ne peuvent pas acheter tout n'importe quoi sans réciprocité. D'ailleurs, Bruno Le Maire a eu des mots très durs. Il a parlé d'investissement de pillage. Justement, parce que l'idée qui sous-tendait aussi peut-être ce voyage, c'est qu'il y a une relation qui est déséquilibrée entre l'Europe, la France et la Chine. Est-ce qu'Emmanuel Macron est arrivé à rééquilibrer un petit peu et notamment à percer le protectionnisme chinois? Je pense que ce que Pierre a dit, et ce que vous avez dit aussi, c'est que le message, c'est l'Europe est de retour. Je l'incarne. On va négocier sur des bases beaucoup plus réalistes. Il y avait un problème de leadership, c'est en train de se régler de notre côté. Et donc maintenant, parlons business. Et je pense que c'est aussi un président qui, contrairement peut-être à ses prédécesseurs français, il a une approche business. Il a une approche, il a un cerveau, un format ex-banquier qui lui permet de poser les choses sur la table et d'avoir ce rapport à la fois assez franc et assez pragmatique. Et tous les interlocuteurs qui ont eu affaire à lui disent c'est pragmatique. On est sur un débat comme ça. Deuxièmement, sur ces fameuses routes de la soie dont tout le monde se gargarise, c'est un projet qui est extrêmement dangereux pour l'Europe. Et les Européens ont une attitude extrêmement ambiguë là-dessus. Lors des négociations qui a eu lieu, je ne sais plus très bien quand, il y a 6-8 mois, l'Europe a posé un certain nombre de limites à ce projet parce que c'est clairement un projet d'expansionnisme chinois. On va regarder. Et a refusé de signer. Et donc, on va regarder une carte puisqu'on en parle pour que tout le monde comprenne bien, parce que je crois que tout le monde ne comprend pas bien ce que sont ces nouvelles routes de la soie. C'est un projet absolument pharaonique qui est destiné à relier la Chine à l'Europe, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne. Il s'agit de tracer de nouvelles voies commerciales pour alimenter les appétits de Pékin. Une soixantaine de pays, près de 4,5 milliards d'habitants. L'Europe est a un train de retard là-dessus, si vous me passez l'expression. Non, je crois pas que l'Europe a un train de retard. De toute façon, le lien ne pourra être que, je dirais, à deux sens, c'est par définition. D'autre part, les Chinois ont quand même une capacité d'avancer beaucoup plus vite du fait de leur régime. Les pays traversés, les entreprises qui font, notamment moi je suis allé au Kazakhstan, qui fabriquent les routes, les Turcs ont une grande partie de ce marché, des entreprises russes également. Je crois que la messe n'est pas dite en la matière de la route de la soie. Quand même un bémol à ce qui a été dit sur Emmanuel Macron. Il a une chance formidable, c'est que toute sa chorégraphie politique, pour l'instant, non seulement lui réussit et est saluée parce qu'elle fonctionne. Attendons juste quand même de voir les résultats. Les Chinois sont probablement plus malins. Macron est venu sur leur terrain. Ils vont maintenant avoir des exigences vis-à-vis de la France. Et je suis curieux de savoir si Emmanuel Macron pourra y répondre. Emmanuel Macron, en privé, reconnaît que les Chinois ont déjà réussi à diviser l'Europe. Et pour une raison simple, c'est que au cours des dernières années, d'abord l'Europe n'était pas en état de marche et ne présentait pas un front uni. Et puis il y a des pays qui ont été en difficulté. Et qui est venu faire son marché dans ces pays en difficulté? C'est la Chine. Elle a racheté le port du Pirée en Grèce. Elle a racheté des compagnies d'assurance et d'autres entreprises au Portugal. Elle a créé un forum il y a seulement 3 ans qui s'appelle 16+1. Le +1, c'est la Chine. Et les 16, ce sont les pays d'Europe centrale et orientale, plus certains pays des Balkans, qui sont aujourd'hui les partenaires privilégiés de l'Europe. Donc on n'a plus la capacité aujourd'hui de parler d'une seule voix en tant qu'Européens à l'égard de la Chine. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron insiste beaucoup sur l'axe franco-allemand, parce que c'est la dernière base forte de résistance. Non, mais c'est aussi le cœur de l'Europe. Oui, bien sûr. C'est un petit... Non, je pense aussi qu'il y a le fait que la Chine vient aussi sur les plates-bandes de l'influence traditionnelle de l'Europe externe, sur ses marchés habituels. Je pense à la Méditerranée, je pense à l'Afrique en particulier, où là, je veux dire, l'avancée chinoise est immense. C'est pour ça que ce discours qui consiste à dire l'Europe aimerait s'insérer dans le mécanisme des routes de la soie, non, l'Europe
essaye d'exister comme une puissance commerciale qu'elle est. Il ne faut pas oublier non plus qu'on reste, malgré nos difficultés, nos désaccords, notre vieillissement, tout ce discours un petit peu décliniste, on reste malgré tout la première ou la deuxième puissance commerciale du monde et qu'on reste le niveau de vie le plus élevé au monde, qu'on reste le système le plus protecteur du monde. Et donc cette Europe-là, elle voit cette Chine prendre de l'ampleur, lui manger la laine sur le dos. Moi, je pense qu'il y aurait fatalement une réaction des entreprises, ça sera porté peut-être par les lobbies industriels. Peut-être, Richard, cette réaction qu'évoque Ziad? Elle va arriver, et c'est pour ça que ce voyage, encore une fois, ce n'était qu'une première manche réussie. C'est une première manche qui s'est jouée à Pékin, sur un terrain où Emmanuel Macron est à l'aise, c'est-à-dire sur celui de la communication. Il avait tous les atouts pour ça. Brigitte Macron avait fait parler d'elle avant avec les pandas, etc. Maintenant, ce n'est que la première manche. Donc, attendons la suite de la partie. Et sur la suite de la partie, les Chinois seront sûrement intraitables maintenant qu'ils ont des positions de force. Perplexe, Pierre. Non, je pense que les Chinois ont besoin aussi d'avoir des alliés ou des amis, entre guillemets, dans le monde. Et aujourd'hui, ils sentent bien qu'ils sont devenus trop gros, trop vite et trop menaçants. Et qu'on ne peut pas, dans le monde actuel, surtout pour un pays qui a besoin de commercer, d'investir, etc., on ne peut pas aller à l'encontre de l'ensemble de la planète. Et donc, ce qu'Emmanuel Macron est venu leur proposer, c'est OK, soyons fair-play, et on pourra travailler ensemble, et on vous amène toute l'Europe pour travailler avec vous. Mais comment arriver à travailler, à commercer avec un pays comme la Chine sans en être le vassal? D'abord, le rapport de force n'est pas si défavorable, comme le disait Ziad. L'Union européenne, c'est un géant du commerce international. C'est-à-dire que les exportations biens plus services de l'UE à 27, 28, on ne sait plus trop avec le Brexit, sont supérieures aux exportations de la Chine, biens et services. Sur les produits, la Chine est supérieure. Donc, et puis il y a encore des domaines sur lesquels ils ont besoin de nous. Par exemple, il y a un élément dans ce voyage, il y a eu une coopération spatiale qui a été poursuivie, enfin renforcée. Les Chinois ont besoin de l'Europe parce que certains composants électroniques que les Américains ne leur donnent pas accès pour leur programme spatial, en particulier des satellites d'observation justement du climat, qui sont là aussi des ambitions sur lesquelles on se rejoint quelque part, l'Europe et la Chine aujourd'hui. Est-ce que là on peut dire qu'on a d'un côté Emmanuel Macron qui est pragmatique, de l'autre côté Xi Jinping qui est pragmatique, et que donc fatalement ils vont arriver quand même à faire quelque chose, ou c'est naïf comme vision? Le fait que la Chine, on l'a décrit toujours comme cette espèce de TGV sans difficulté qui avance, mais ils ont d'énormes problèmes intérieurs. Bon, on ne peut pas parler de politique où il y a, je veux dire, un chantier... on ne va pas parler de droits de l'homme. Alors justement, avançons là-dessus, parce que c'est l'aspect qui n'a pas été évoqué par Emmanuel Macron. Il y a aussi le côté d'une économie en transformation. Ils sont en train de passer de l'atelier qu'ils étaient, qui servait le monde entier, à une espèce d'économie intelligente de service. Mais ça va se faire avec d'énormes dégâts humains chez eux, qui traitent à leur manière, c'est-à-dire en verrouillant tout, en réinstallant l'autorité du Parti communiste, la primauté, la centralité, etc. Donc c'est pas un pays essentiellement stable sur l'avenir et bonjour, tout va bien. Donc ils ont besoin, comme disait Pierre, moi je pense que c'est très important, ils ont besoin de partenaires en Occident, et comme ils n'ont plus l'Amérique, comme ils n'ont plus cette espèce de duo mondial avec qui on discute, forcément, l'émergence de partenaires en Europe comme Macron, et j'espère que Mme Merkel, ou ce qui suivra Mme Merkel, aussi va revenir sur le terrain, c'est important pour eux, cet équilibre. Un mot sur les droits humains, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas en parler publiquement, dit-il. Soyons honnêtes, oui, moi ça me coûte de le dire, mais soyons honnêtes, faire une grande proclamation sur les droits de l'homme à Pékin, ça n'a aucun impact sur le fonctionnement du régime chinois, qui est aujourd'hui suffisamment puissant sur le plan international comme sur le plan interne pour balayer ça d'un revers de la main. Après, la stratégie qui est de dire on va en parler discrètement, on peut être sceptique aussi sur la capacité de le faire. Là où, pour l'instant, on n'a jamais été capable de le faire, c'est que l'Europe tout entière, qui pèse effectivement, on l'a dit suffisamment, encore assez lourd, puisse intervenir, ne serait-ce que sur des sujets très précis. Là, en ce moment, vous avez un masque de fer en Chine, c'est Liu Xia, la compagne de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix qui est mort l'année dernière. Sa femme n'a jamais été accusée de quoi que ce soit, elle est aujourd'hui privée de liberté. C'est quelque chose d'inique, sur lequel personne ne dit rien. Je pense que la communauté internationale, ou ce qui en tient lieu, s'honorerait d'intervenir auprès des autorités chinoises sur un cas comme celui-là, par exemple. Oui, moi, sur Emmanuel Macron, j'ai aussi une question. C'est que j'aimerais savoir si véritablement il croit qu'un pays comme la Chine peut se démocratiser. Et je pense qu'il ne le croit pas.
Je pense qu'Emmanuel Macron, au-delà de son pragmatisme politique et diplomatique, a une vue notamment des pays Asie avec leur prospérité assez particulière. Il pense que ce sont des pays où finalement les arrangements économiques triompheront toujours de la démocratie. Et ça, je pense qu'il faudrait aussi voir sa visite sous cet angle-là. Il a, lui, une priorité, c'est de défendre les démocraties libérales européennes. Ça, c'est son combat contre les populistes. Pour ce qui est loin de l'Europe, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de mener le même combat. Est-ce que c'est aussi, je mets les pieds dans le plat, est-ce que c'est la vocation de la France, la petite France européenne, d'aller prêcher la démocratie sur des immenses marchés ou des immenses... C'est ce qu'il nous dit en permanence. Hein, que oui, la mais France, ça, c'est le discours officiel français depuis le début de la Ve République. Surtout depuis Macron, il insiste beaucoup sur sa dimension universelle. Oui, moi je pense que des interlocuteurs. Ça dépend des interlocuteurs. C'est impossible à faire en Chine parce que sinon. Il n'a pas beaucoup fait avec le maréchal Sissi, par exemple. On se retrouve dans la vie. Non, mais rapidement, alors Tamani. Non, j'ai fini. Alors, rapidement. Il a dit c'est plus efficace en privé qu'en public, peut-être. S'il a un cas qu'il a évoqué, c'est sans doute celui effectivement de la veuve du prix Nobel, et on verra, on va voir s'il se passe quelque chose. Vraiment, pour conclure d'un mot sur ce thème, Pierre, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a ouvert le volet asiatique de sa politique étrangère ? Oui, c'est clair. Je pense ça a été très négocié avec les Chinois. Il a réservé à la Chine sa première visite en Asie, sa première visite d'État, et il a annoncé qu'il y retournerait chaque année. Et je pense que ce symbole-là, il est très important, et il ne sera pas passé inaperçu auprès de ses interlocuteurs. Et ça me permet de terminer avec ce proverbe chinois, je crois, qui illustre bien ce que vous disiez. Ténacité est mère de succès. Proverbe chinois. C'est sûrement Confucius qui a dit ça. On va avancer. Je vous propose qu'on en vienne maintenant à la situation en Tunisie. Il y a 7 ans, jour pour jour, souvenez-vous, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali prenait la fuite, chassé par la rue. Depuis cette révolution, tous les mois de janvier, le pays connaît une mobilisation sociale. Ça n'a pas manqué cette année encore, avec des manifestations contre la hausse des prix et de l'austérité. Aujourd'hui, les Tunisiens n'arrivent pas à vivre à cause de la loi de finances 2018 et la hausse des prix des produits de consommation. On est surpris par la forte présence policière qui menace la liberté en Tunisie. On n'appelle pas à la chute du gouvernement ou du régime, on appelle à la suppression des articles de loi qui accroissent la pression budgétaire sur les citoyens tunisiens. Le problème, c'est que le gouvernement ne sait pas diriger l'État. Leurs courtisans sont bien servis. Le président de la République et son entourage sont corrompus. Ce sont des voleurs. Nous, non. Ils ont augmenté l'impôt sur le revenu de 1%. Si le père d'une famille pauvre perd 10 dinars par mois, c'est 6 à 8 litres de lait qu'il ne peut plus acheter. Pourquoi avons-nous fait la révolution ? Pour le travail, la liberté et la dignité. On a eu la liberté, c'est vrai, mais nous sommes affamés. Alors, c'est la nouvelle loi de finances qui a déclenché ce ras-le-bol. Elle augmente les impôts indirects, hausse de 1% de la TVA, augmentation de la taxe sur la consommation, gel du recrutement dans la fonction publique. À chaque fois, en janvier, Ziad, la même question, puisque les Tunisiens descendent dans la rue. À chaque fois, on se demande, est-ce que la révolution repart ? Ou est-ce que les Tunisiens tiennent à leur stabilité politique, mais qu'ils expriment quand même la grande difficulté du pays ? La première chose, c'est qu'on n'est jamais réellement sorti de cet état de tension. C'est-à-dire, depuis 7 ans, la Tunisie vit sous tension avec des périodes hausses, des périodes basses. Donc, on est encore dans un processus de transition qui est extrêmement difficile. Ce qui rend les choses chaque année de plus en plus douloureuses, c'est la situation économique du pays qui est extrêmement fragile. Ça s'est aggravé très brutalement après la Révolution parce qu'il y a eu une part de désinvestissement, les gens ont eu peur, ils n'ont pas voulu venir, etc. Et puis il y a eu surtout un endettement massif de l'État, un manque de réformes. Donc la compétitivité qui était déjà un problème avant, le manque de compétitivité s'est accentué. Les inégalités sociales entre les régions et la côte qui était un des arguments essentiels des révolutionnaires, ça n'a pas été réglé. Le travail, le chômage, en particulier toute cette jeunesse qui est en plus maintenant, c'est la jeunesse qui est née de la Révolution. Les gens qui étaient là avant, à l'époque de Ben Ali, ils sont devenus trentenaires, quadragénaires, etc. Mais là, il y a des gens qui avaient 8, 9, 10 ans, 11 ans au moment de la Révolution, qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui arrivent sur ce marché du travail où il ne se passe rien. Et il y a une sensation que ce qui a fait la Révolution, c'est-à-dire un régime socialement, au fond du fond, un système socialement déséquilibré en faveur d'une élite contre un peuple, ce truc-là est toujours là. Ça, c'est le moteur de ce qui se passe aujourd'hui et avec vraiment un affaiblissement qui touche les parties les plus populaires du pays. C'est-à-dire les élites traditionnelles, elles souffrent un tout petit peu, mais on vit très bien comme on vivait avant, donc il n'y a pas de difficulté. Par contre, toute cette population-là, elle souffre.
Et la deuxième chose, c'est le blocage politique. On en reparlera après. Il y a un blocage politique qu'on peut décrire. Et on va y revenir, effectivement. On va peut-être plus s'intéresser dans un premier temps à cette situation socio-économique. Regardez cette une de l'hebdomadaire tunisien Réalité qui parle de la révolution fantôme. La situation économique et sociale qui était au cœur des revendications de 2011 ne s'est pas améliorée. Le gouvernement a annoncé des mesures en faveur des familles modestes dans l'espoir de désamorcer cette crise contre ces revendications contre la vie chère et notamment une annonce de l'augmentation des allocations sociales. Mais est-ce que des réformes de fond ont été faites en ces temps en Tunisie ? L'un des problèmes, c'est que, ça a été dit par un des personnages de votre reportage, c'est que effectivement cette révolution, elle avait deux pieds. On s'est tous focalisés sur le volet liberté et la constitution tunisienne est exemplaire et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais le détonateur de la révolution tunisienne, c'était la frustration des gens de Sidi Bouzid, de l'intérieur du pays, face à une situation d'inégalité, de marasme social, etc. Et de ce point de vue-là, rien n'a changé, en tout cas dans la perception des gens. Et ce qui est grave, c'est que le budget des salaires de la fonction publique a doublé depuis la Révolution. C'est-à-dire que le seul moyen qu'ont eu les gouvernements successifs, et il y en a eu beaucoup en 7 ans, ça a été de recruter des fonctionnaires pour calmer la grogne. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune marge de manœuvre budgétaire. Mais Anne-Sophie, pourquoi le pays n'arrive pas à reprendre la main économiquement ? C'est ça qui a pas mal empiré les choses, je pense. Enfin, j'ai des connaisseurs meilleurs que moi, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément. Il y a eu 7 chefs de gouvernement, je crois, depuis la Révolution de Jasmin. Par contre, tout le monde a embauché, en fait. Et aujourd'hui, il se trouve face à un mur de dettes, de déficit, de balance des paiements qui est complètement déficitaire. Donc, du coup, il y a une dévaluation du dinar. Et l'inflation, en fait, que perçoivent les gens, c'est pas tant, sans doute, les 1% ou les produits, c'est de l'inflation importée à cause d'un dinar sous-évalué. Et tout ça, donc, c'est le FMI, en fait. C'est cet accord le avec FMI le est venu aussi le Fonds monétaire international. On peut taper sur le FMI, mais... Oui, voilà, ils ont souvent bon dos, c'est bien, mais c'est un peu... C'est vrai que les bailleurs de fonds disent il faut que vous réformiez, voilà, vous ne pouvez pas vous payer autant de fonctionnaires. Richard. Oui, une question quand même assez terrifiante, c'est le problème des calendriers. Le calendrier politique, social et le calendrier économique ne coïncident pas. Faire revenir de toute manière la confiance des investisseurs dans la Tunisie après les événements, après le printemps arabe, après les événements qu'il y a eu, après les attentats, c'est très très difficile. Donc les gouvernements successifs effectivement ont été des gouvernements tous clientélistes. C'est d'ailleurs un régime avant tout clientéliste. Donc comment on fait ? Moi je pense que même si un gouvernement, d'abord, peut-on avoir un gouvernement qui ait la capacité politique de mener des réformes ? Si oui, quelles réformes et dans quelle mesure elles produiront leurs effets ? On est véritablement dans presque le piège démocratique parfait d'un pays émergent. La difficulté, c'est que ce gouvernement, il représente un éventail politique extrêmement large, puisque c'est l'alliance entre le parti du président et le mouvement Ennahda. Et que ce sont les deux principales forces politiques et que on a ce consensus provisoire qui dure maintenant depuis quelques années, qui a permis de stabiliser les choses après des années un peu turbulentes, mais qui ne permet pas de réformer le pays. Sauf que la seule raison du consensus, c'est la stabilité. Alors, Ziad et ensuite Anne-Sophie. D'abord, il faut dire que c'est pas si simple de réformer une économie. C'est pas si simple de passer de 1% de croissance à 5% de croissance. C'est pas si simple quand il faut gérer des équilibres politiques intérieurs. Et donc, on peut aussi, sans générosité excessive, dire que ce qui se passe en Tunisie reste quand même quelque chose qui relève de l'exemplaire par rapport à toute la situation de ces printemps arabes où on vous y emmener. Il y a un deuxième point qui compte, c'est qu'on a, je dis on parce que je suis aussi tunisien, on n'a pas beaucoup été aidé. Quand on voit l'argent qui a été mis en Égypte, entre autres, pour stabiliser l'Égypte. On parle de dizaines de milliards de dollars. Et puis le FMI, on verra bien. Et puis l'ajustement structurel, on verra bien. Et puis c'est vrai qu'il y a le terrorisme, donc il faut les aider. Mais en Tunisie aussi, on était menacé, et on est menacé par des mouvements terroristes. Il y a eu des attentats extrêmement gravissimes qui ont sabordé le tourisme et l'investissement. On n'est pas aidé plus que ça. Je ne vois pas des centaines de millions d'euros arriver. Je ne vois pas une Union européenne particulièrement mobilisée. Plan Marshall, etc. Donc il y a le fait que c'est un pays qui est aussi un petit peu tout seul à se dépêtrer dans une situation en plus régionale, Libye à côté, Algérie de l'autre côté, Sahel en dessous. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement difficile.
Et peut-être que là où ça coince, c'est que ce duopole laïque, Nida, Ennahda, séculier, islamiste en tête, a fini par atténuer un peu toutes ces différences pour cette espèce de consensus minimum, mais qui est un consensus de méfiance absolue. On ne fait pas les élections municipales où on a du mal à les faire parce qu'on a peur que l'un gagne et l'autre perde. On ne fait pas au tribunal constitutionnel, vous parliez de la constitution remarquable, elle n'est pas appliquée. Le tribunal la Cour constitutionnelle n'est toujours pas placée parce qu'on a peur qu'elle soit de l'un ou de l'autre. Donc on ne sort pas non plus de ce duo. On sent un besoin déjà de renouvellement, c'est-à-dire de sortir de cette phase transitionnelle par quelque chose de plus dynamique qui serait incarné par une génération plus jeune, mais c'est difficile aussi que cette génération... Qui n'est pas structurée peut-être et encore puis, politiquement. Il faut en plus le syndrome qui est celui de l'âge du capitaine. Le président, il a plus de 80 ans, et bien évidemment, tous ceux qui envisagent de prendre son poste attendent... Il y a un Premier ministre relativement jeune dont tout le monde parle parce que tout le monde spécule sur lui, je m'arrête là, mais dont tout le monde essaye aussi de faire en sorte qu'il n'existe pas. Le moins possible. Anne-Sophie. Oui, non, je voulais dire que le duo de partis, effectivement, Ennahda, on peut faire des réformes, on peut se mettre d'accord sur des réformes économiques. Je pense d'ailleurs ils y sont arrivés et ça progresse. Le code des investissements, dont on parlait depuis 3-4 ans, ça y est, il est en œuvre depuis mars dernier. Il y a un code des investissements qui est censé favoriser les investissements étrangers. Effectivement, il faut y avoir de la confiance, mais il y a quand même des choses. Et puis moi, j'ai envie de donner quand même une note d'espoir parce que j'étais en Tunisie il y a 2 mois et il n'y a pas rien qui s'est passé pendant toutes ces années. Je suis allée voir pendant 2 secteurs, l'automobile et l'aéronautique. Le secteur automobile est très important en Tunisie et j'ai regardé les exportations en fait automobiles, elles ont doublé en fait entre 2010 et 2016. On est passé de 2,5 milliards d'exportations en dinars à 4,5 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a quand même les moyens, il y a des savoir-faire. Aussi, hein. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même des savoir-faire, en fait il y a du potentiel quoi. Il faut juste et tout ça avec une critique qui est récurrente y compris de la part des manifestations, c'est cette critique contre la corruption qu'il y a en Tunisie. Il y en avait du temps du régime Ben Ali. Elle est différente aujourd'hui. Le Premier ministre a lancé un plan anticorruption au printemps. Est-ce que ça marche ? Chaque régime génère ses corrompus, ses clients, ses potes. Et puis il y a aussi, dans ces économies en transition, il y a aussi le poids immense du marché noir qui lui-même génère de la corruption. C'est-à-dire que quand les marchandises transitent par le sud tunisien, que on ne sait pas trop combien de l'économie tunisienne est au noir aujourd'hui ou est passée à l'informel, 30-40%, tout ça génère des circuits extrêmement compliqués qui, par ailleurs, financent les partis politiques ou les aides. Donc, mais c'est un combat démocratique. Et moi, je ne pense pas que... la corruption, c'est important. Il faut la contenir, il faut la lutter, il faut des juges, etc. Ce qui est important en Tunisie, c'est la sensation que pour les classes moyennes, les classes défavorisées, qu'ils font partie du train, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est important en Tunisie, c'est que les jeunes, au lieu de vouloir, et je ne parle pas que des jeunes pauvres, je parle des jeunes éduqués, leur première impression aujourd'hui, c'est de prendre un avion et de venir en France, de venir en Italie, d'aller aux États-Unis, d'aller au Québec, de se faire une vie, de travailler. Ça, c'est gravissime. Tant que ces gens, jeunes ou moins jeunes, pauvres, classe moyenne, ne se sentent pas dans le train du changement, ce pays sera instable. Pierre. Emmanuel Macron va en Tunisie dans 2 semaines et je pense que ça sera un moment important parce que je reviens sur ce que disait Dia tout à l'heure sur effectivement il n'y a pas cette sensation de mobilisation internationale en faveur de la Tunisie que la situation géopolitique et l'exceptionnalité tunisienne malgré tout justifieraient et je pense que Emmanuel Macron devrait dire des choses sur ce sujet. En tout cas, il sera très attendu parce qu'il est le porte-parole d'une certaine manière. Enfin, la France est le pays le plus logique pour incarner cette voix de la Tunisie sur la scène internationale. Richard. Oui, en même temps, nous les journalistes prenons garde à ne pas tout de suite imaginer que derrière des manifestations justifiées se profile une nouvelle révolution ou une nouvelle désagrégation de l'État tunisien. Pour l'instant, l'État tunisien a quand même démontré qu'il était solide. Il y a des manifestations, il y a des protestations, mais peut-être que politiquement les choses peuvent avancer. La question, c'est le verrou politique. Et là, on voit bien que c'est difficile. Et je rappellerai le bilan de la semaine, il est de plus de 800 arrestations, d'au moins un mort. Je vous renvoie au Journal Afrique ce soir sur nos antennes TV5 Monde avec un long reportage tourné en Tunisie. Je vous le recommande vivement. On va avancer maintenant avec notre dernier thème. Dimanche soir dernier, les élites américaines célébraient les Golden Globes sous le signe de l'égalité femmes-hommes. Pendant ce temps, en France, 100 femmes planchaient sur une tribune anti-#MeToo publiée dans le quotidien Le Monde. Elles y défendent la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. On écoute 2 des co-rédactrices du texte interrogées dans les médias cette semaine.
Ce que nous pensons, c'est qu'il y a une liberté d'importuner. Le type qui fume un gros cigare à côté de moi, il peut m'importuner autant que celui qui met sa main sur mon genou. Bon, donc tout ça, franchement, il faut pas nous... Vous comparez les deux? Oui, c'est pas plus... disons que c'est pas plus grave. Ce que nous refusons, c'est de mettre sur le même plan la drague lourde ou insistante et le viol. Or, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que des hommes qui ont eu pour seul tort d'être un peu insistants en envoyant un texto un peu salace ou de tenter de voler un baiser dans une soirée se font dénoncer publiquement sur les réseaux sociaux, outés, comme on dit, exactement sur le même plan que s'ils étaient des criminels sexuels. On va signer un contrat maintenant devant un notaire avant d'aller baiser. Franchement, là, on arrive à un délire. Bon, la tribune est signée aussi par Catherine Deneuve, ce qui lui a fait faire le tour du monde. Un premier commentaire, Anne-Sophie, quand vous entendez ça. C'est la femme qui commence. Oui, pour le coup, voilà. Oui, je l'assume. Non, moi, je pense que cette tribune, elle était légitime et elle était attendue parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois quand même où c'est vrai qu'il y a du droit qui était piétiné. Enfin, il y a des hommes qui sont jetés en pâture, des organisations et on oublie tous les principes, c'est-à-dire la présomption d'innocence, le débat contradictoire. Donc, je trouve ça quelque part un peu naturel que des femmes se soient intéressées à la condition des hommes. Après, ce qu'elles disent aussi, c'est nous ne voulons pas être des victimes. En fait, on a l'impression que, je sais pas, sur ce plateau, il n'y a pas 2 brebis, 3 loups. Et c'est vrai que c'est ce qu'on entend depuis 3 mois à grands coups d'articles, d'enquêtes. On a l'impression que les femmes sont des victimes. Donc elles disent, les femmes d'abord, elles ont la loi avec elles, parce que la tribune, elle commence par le viol est un crime, elle continue par le harcèlement est un délit, donc elles ont la loi. Et puis après, elles peuvent se défendre. Je veux dire, quelqu'un qui met une main aux fesses dans le métro, on peut lui flanquer une baffe, on peut l'insulter. Et je pense que tout le wagon qui est avec nous ne prendra pas le parti du harceleur. Est-ce qu'à la lecture du harcèlement, on n'a pas l'impression que le curseur entre ce qui est de la galanterie, de la drague, du harcèlement n'est pas très clair? Oui, je crois que c'est pas clair en fait. Et c'est normal parce que ces femmes-là c'est pas clair parce que les hommes ne sont pas des femmes comme les autres. Donc en fait, dans les relations entre hommes et femmes, à un moment, il y a des ajustements qui peuvent parfois provoquer des frictions, peut-être parfois des choses pas agréables, mais ce qu'elles disent, ces femmes, c'est pas grave, voilà. On s'ajuste, on se règle, quoi. Alors, une réaction d'homme. Moi, elle m'a fortement agacé cette tribune parce que elle permet aux hommes qui se seraient sentis visés par toute la campagne MeToo d'avoir une sorte de lâche soulagement en disant c'est bon, on peut y aller, le droit à importuner est reconnu par Catherine Deneuve. Et ça, je trouve que c'est très maladroit. Parce qu'au moment où, effectivement, il y a la possibilité de changer quelque chose dans ce monde, dans les comportements, dans les rapports, peut-être que le curseur est pour l'instant un peu trop du côté de la protection. Je pense que c'est pas très habile et c'est pas très sensible de venir et de dire « mais le gars qui se frotte sur vous dans le métro, c'est pas grave », de la part de signataires qui n'ont pas dû prendre le métro depuis bien longtemps. Je pense que le dernier métro qu'a pris Catherine Deneuve, c'était son film il y a 40 ans. Donc, je trouve ça excessivement bourgeois et élitiste comme comportement. Oui, c'est la critique qu'on leur fait, effectivement. C'est des bourgeoises, c'est une autre génération. Non, d'abord, il y a des jeunes femmes qui signent cette tribune. Et ensuite, je pense que c'est vraiment leur vision des relations hommes-femmes. Elles se sentent assez fortes, quelque part, pour résister, effectivement, à un baiser volé. À toutes celles qui n'ont pas la position sociale ou le rapport de force qui leur permet... Non, on a le droit d'écrire ça, elles disent que c'est pas légitime. Oui, alors il y a toujours cette tentation en France, il faut que les combats deviennent fratricides et à mort. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des vaincus et des vainqueurs. En l'occurrence, je crois qu'il y a 2 visions, deux femmes, des différentes visions chez les femmes de ce qui peut se passer. Ça peut être des fois bien exprimé ou mal exprimé, et je crois que ça c'est respectable. Ce débat-là, il est respectable. Est-ce que la manière dont il a été mené, est-ce que certaines des signataires n'auraient pas dû s'abstenir? Je dois dire que si j'avais été, ce n'était pas du tout le cas, le coordinateur de cette tribune, j'aurais peut-être hésité à faire signer Brigitte Lahaie, qui est une ancienne actrice porno, devenue une commentatrice de faits de société. Parce que là, on est très typé, en quelque sorte. Donc peut-être que la composition de ce panel n'était pas idéale, mais moi, personnellement, je trouve que le débat doit avoir lieu, et c'est pas des femmes qui vont l'emporter contre les autres, c'est des femmes
femmes qui doivent continuer de coexister les unes et les autres, avec chacune leur point de vue sur ce que le comportement masculin doit être. C'est le signal qu'un débat de société est lancé depuis quelques mois pour vous. Non, mais c'est un débat absolument essentiel. Et puis, il n'est pas franco-français. Il est parti des États-Unis sur une affaire particulière. Il a enflammé les États-Unis. Il est arrivé en Europe. Il était dans le monde entier. On a ouvert un débat essentiel qui était quand même malgré tout relativement masqué, qui était celui d'une certaine violence institutionnalisée par des rapports de pouvoir, etc. Et donc, on a fait sauter le couvercle. Moi, je trouve absolument normal qu'il y ait des différences dans le traitement de ce débat. Je ne suis ni pour ni contre la tribune de Madame Millet, Deneuve, etc., comme je ne suis ni pour ni contre ce que disent d'autres gens, etc. Je trouve que l'écho, les excès, ça fait partie de cette discussion qui est essentielle. Après, moi, moi, j'ai une fille. Je veux que le monde dans lequel elle soit et dans lequel elle grandisse soit un monde où elle se sente libre de bouger, de se déplacer, de sortir le soir, de ne pas se sentir agressée, etc. Donc, et qu'elle puisse avoir la place qu'elle a envie d'avoir. Bon, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est le droit et c'est cette liberté. J'ai lu un texte un petit peu à contraire, mais encore une fois, j'ai pas d'opinion. J'ai lu le texte de Leila Slimani qui s'appelle j'ai le droit, je ne me rappelle plus exactement, de ne pas être importuné. C'est exactement ce qu'elle dit. Et je pense qu'on peut tous être à peu près d'accord sur les bases de ça, sachant que l'opinion féminine sur cette question est aussi diverse qu'il y a de femmes, et sachant que le regard des hommes sur cette discussion est aussi divers qu'il y a d'hommes, et qu'on n'obtiendra pas une espèce de... Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a, pendant 3 mois, on a l'impression qu'il y avait un consensus des femmes pour le MeToo et pour les victimes. Et d'ailleurs, il y a eu une manifestation des féministes, justement, c'est les premières qui avaient lancé Balance ton port, qui ont fait une manifestation à la République. Moi, j'habite à côté, il y avait une centaine de femmes. S'il y avait 30 millions de femmes, il y a 30 millions de femmes en France, il y avait 30 millions de victimes, il n'y aurait pas eu quelques centaines. Il y en aurait eu des milliers. Donc, en fait, l'ampleur du phénomène du harcèlement, je pense, n'est pas aussi importante. Il y a l'effet du réseau. Voilà, il y a un effet réseau, il y a un effet média aussi, parce que les médias font des choux gras, ils font beaucoup d'articles, je ne sais pas si vous avez remarqué, et on a appris hier, si vous avez lu Le Monde, qu'il y avait une équipe, une task force de 15 personnes au monde pour enquêter sur les phénomènes de harcèlement sexuel, parce qu'ils pensent que c'est très important. Mais si on met 15 journalistes, effectivement, on va chercher, on va gratter, on va trouver des choses. Et des fois, il y avait des articles où il n'y avait pas grand-chose. Ça pose une question aussi, c'est est-ce qu'il y a un vrai changement de société malgré tout, avec cette parole des femmes qui s'est libérée? Oui. Est-ce que vous le constatez? Je voudrais continuer sur ce qui vient d'être dit, parce que ça a eu des répercussions au-delà du harcèlement sexuel. Prenez ce qui s'est passé il y a quelques jours en Angleterre. La correspondante de la BBC à Pékin a démissionné de la BBC, vénérable institution britannique, parce qu'elle a découvert qu'elle était payée 50% de moins que des gens qui avaient le même poste au sein de la BBC. Mais oui, mais est-ce qu'elle aurait démissionné? Est-ce qu'elle aurait démissionné avant cette affaire? Je ne suis pas sûr. Je pense que ça a ouvert la question de l'égalité, du respect, de la dignité des rapports hommes-femmes d'une manière incroyable. Et là-dessus, il y a quand même un phénomène générationnel, qu'on le veuille ou pas. Et moi, je pense qu'entre Catherine Deneuve et Leila Slimani, il y a à la fois 2 regards, et il y a aussi 2 générations qui ont, sur ces rapports hommes-femmes et sur cette question, une vraie différence qui est en partie générationnelle. Non, mais l'égalité professionnelle, c'est encore une fois, Richard ensuite. Encore une fois, on n'est pas obligé de tous penser la même chose sur quelque chose d'aussi fondamental. Et je pense que tout le monde a une part de vérité. Et deuxièmement, un des bénéfices de nos démocraties, c'est qu'il y a un système de droit qui est très clair en termes d'infraction, en termes de justice, et que donc on verra, par exemple, dans le nombre d'affaires qui ont été balancées dans le public, on verra comment ça va se passer sur le plan judiciaire, si un tel vont être poursuivis en justice, s'il va y avoir des plaintes formelles. Ça compte quand même en démocratie, ça. Et c'est là peut-être que je trouve que les réseaux sociaux ont un impact grossissant et dangereux, parce que effectivement... les sanctions, elles sont immédiates. Richard, pour conclure. Oui, avec cette difficulté qu'il ne faut pas non plus que la parole se verrouille. C'est-à-dire que parce que tout ce qu'on a appris sur le harcèlement, tout ce qu'on a appris sur les abus de pouvoir, les abus sexuels de pouvoir, on pourrait dire, des hommes, ne doivent pas conduire non plus à verrouiller complètement la parole sur ce sujet. Et là encore, j'ai une interrogation sur la France, mais j'arrive pas à y voir juste au niveau européen. J'arrive pas à voir juste au niveau européen, mais j'ai pas l'impression qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en Espagne, le débat ait pris des proportions aussi conflictuelles et difficiles. Là, on a vraiment l'impression qu'il faut faire taire certaines femmes en France, peut-être parce qu'elles sont dans des positions effectivement de pouvoir. Je dirais juste, essayons de trouver quand même un juste respect de la diversité des opinions. On a déjà une position plus égalitaire des femmes en France par rapport à l'Allemagne. Les femmes travaillent plus, les femmes sont plus en responsabilité. Et en tout cas, la parole, vous le voyez, n'est pas verrouillée à kiosque. C'est très bien. On termine comme toujours avec dilemme. Regardez, on va regarder
regardez les dessins de cette semaine, il revient sur Trump, évidemment, Donald Trump qui divise l'Amérique, des visages cachés, d'un côté par une capuche pointue emblématique de la haine des suprémacistes blancs du Ku Klux Klan, de l'autre par un sac en papier pour masquer la honte de certains Américains face à leur président. Donald Trump encore qui agite la menace nucléaire avec ici un nid de clown. Il se vantait récemment d'avoir un plus gros bouton que son homologue nord-coréen Kim Jong-un. En Allemagne, grosse coalition et gros soulagement. La chancelière Angela Merkel a trouvé un accord avec Martin Schulz, conservateur et sociodémocrate, prévoit de limiter le nombre de demandeurs d'asile. Il ne nous calcule même pas, disent-ils, constate cette famille. Le 7e anniversaire de la révolution de Jasmin, ça s'arrose, s'exclame ce Tunisien en train de se verser de l'essence sur la tête. On se rappelle que c'est l'immolation d'un vendeur ambulant qui avait déclenché la contestation de 2011, pur dilemme. Et enfin, ces Saoudiennes qui ont pour la première fois pu assister à un match de foot dans un stade. Ça nous change du petit écran, se félicitent ces deux femmes derrière leur petite ouverture de niqab. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.